Après avoir construit un mystère horrifique captivant pendant la majeure partie du film, Évanoui conclut l'histoire sur une note intense, dérangeante et sombrement hilarante. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le deuxième long métrage solo du scénariste-réalisateur Zach Cregger s'articule autour de la disparition inexplicable de presque toute une classe de CE2, tous disparus de leur maison de banlieue, la même nuit, à 2h17 précise. Le film est divisé en chapitres qui suivent des personnages spécifiques, sautant dans le temps pour les attraper à des moments clés de leur implication dans cette affaire. Finalement, à mesure que les pièces du puzzle se mettent en place, il devient clair que toute l'étrangeté de leur ville remonte à une femme, Gladys, une sorcière et la tante autoproclamée d'Alex, le seul enfant de la classe de Justine Grady à ne pas avoir disparu. Au point culminant du film, presque tous les personnages principaux, à l'exception du pauvre Andrew Marcus, le directeur dont la tête a été écrasée plus tôt dans la journée, se retrouvent chez Alex, où les enfants disparus sont retenus. Justine et Archer, père d'un enfant disparu, tombent directement dans le piège de Gladys. Paul, l'ex-petit ami policier de Justine, et James, le toxicomane qui a découvert par hasard les enfants disparus, sont le piège. Une violence presque caricaturale s'ensuit. Gladys, comprenant que la situation se referme sur elle, ordonne à Alex de se préparer à quitter la ville. Elle a piégé Paul et James dans une version alternative du sort d'attaque qu'elle avait utilisé précédemment. Au lieu de cibler sans cesse une personne en particulier, ils sont programmés pour s'activer si quelqu'un franchit les lignes de sel laissées au sol, ce que Justine fait involontairement. Paul se précipite sur elle, tandis que James se jette sur Archer. Mais qu'il assène sans cesse des coups mortels au visage de James, Archer ne parvient pas à le maîtriser bien longtemps. Justine, traumatisée, après son utilisation d'un éplucheur de pommes de terre sur le visage de Paul, parvient à tuer Paul avec l'arme du policier. Elle la retourne ensuite contre James et sauve Archer, qui se rend au sous-sol et retrouve les enfants disparus. En cherchant son fils Matthew, il tombe sur Gladys. Pendant que Justine et Archer essaient de s'en sortir, Alex, qui a observé Gladys commettre ses horreurs, enjambe le sel qui déclenche intentionnellement ses parents. Il utilise des pièces communicantes pour les déjouer et pénètre dans la chambre de Gladys que les parents gardaient. Il s'empare d'une des branches épineuses qu'elle utilise pour ses sorts, déjà en cours d'utilisation, et se réfugie dans la salle de bain pour répéter la procédure qu'il a vu exécuter. Gladys lance Archer sur Justine et le regarde l'étrangler lorsque Alex, après avoir enroulé une mèche de cheveux de Gladys autour de la branche, la brise. Sentant ce qui s'est passé, elle s'enfuit de la maison en hurlant, mais poursuivie par la bande d'enfants qu'elle avait kidnappés par magie. Lorsqu'il la rattrape, il la déchire membre par membre, brisant ainsi les sorts. Dans le chapitre d'Alex, Gladys est accueillie dans le foyer familial parfaitement normal, apparemment parce qu'elle est malade et n'a nulle part où aller. D'après les conversations qu'Alex surprend et le bref aperçu qu'il a d'elle, elle semble déjà à l'article de la mort. Toutefois, il ne faut pas longtemps avant que les parents du garçon soient pratiquement catatoniques et qu'une Gladys régénérée se relève. Après un certain temps, elle avoue à Alex un soir que sa maladie, quelle qu'elle soit, est réelle. Bien qu'elle explique les choses comme on le ferait à un enfant, il est clair que Gladys a en quelque sorte volé la force vitale des parents du garçon, ce qui explique son soudain changement physique. Elle pensait que cela suffirait, mais elle commence à nouveau à perdre de l'énergie. Elle jette alors son dévolu sur les camarades de classe d'Alex. Après avoir récupéré un objet appartenant à chacun d'eux, elle lance le sort qui les convoque à 2h17 du matin, expliquant pourquoi ils ont tous quitté leur domicile à cette heure précise. Elle les enferme au sous-sol, où ils restent immobiles, tout comme les parents d'Alex. Il doit leur donner de la soupe pour les maintenir en vie. Ainsi, elle les prive de vie pour subvenir aux besoins de la sienne. Après sa mort, nous n'apprenons que des bribes du rétablissement de ses victimes par la jeune narratrice du film, qui nous parle 2 ans après l'incident. Les parents, semble-t-il, sont restés relativement végétatifs. Ils sont toujours nourris de soupe ailleurs, ce qui indique qu'ils sont toujours hospitalisés depuis tout ce temps. Les enfants étaient suffisamment rétablis pour reprendre leur activité quotidienne, bien que la narratrice rapporte que seuls certains d'entre eux ont recommencé à parler. Il est clair que les dégâts causés par la magie de Gladys sont durables. En plus d'être plus âgés, les parents d'Alex ont été sous l'emprise de la sorcière depuis plus longtemps et ont été sa seule source d'énergie pendant un certain temps, ce qui expliquerait leur état plus critique. Les enfants ont plus de chances de se rétablir complètement, mais on est censé se demander, en regardant Matthew dans les yeux lors de la dernière scène, si Archer a vraiment récupéré son fils. La méchante du film n'est pas celle qu'on nous avait initialement présentée. Après une brève apparition dans les chapitres de Justine, Archer et James, principalement pour créer une surprise terrifiante, Gladys apparaît pour de bon dans le bureau de Marcus. Elle se présente comme la tante d'Alex, plus précisément la sœur de sa mère, qui s'occupait du garçon pendant que ses parents se remettaient de graves maladies. Cette dernière partie est rapidement et brutalement démasquée comme un mensonge, mais la première affirmation ne fait que se complexifier avec le temps. Dans le chapitre consacré à Alex, avant son arrivée, Gladys est décrite comme la tante de sa mère, la sœur de la grand-mère d'Alex.
Lors d'une sorte de dispute entendue par hasard, ses parents se souviennent l'avoir rencontrée au moins une fois, il y a des années, mais sont certains qu'elle n'était pas présente à leur mariage. La mère d'Alex, quant à elle, semble persuadée qu'elle fait partie de la famille. Et c'est peut-être le cas, mais elle est probablement encore plus âgée. Gladys raconte à Marcus que le père d'Alex souffre d'une consomption, un terme qui remonte à bien longtemps, mais qui est finalement devenu synonyme de tuberculose, puis remplacé par tuberculose. Cette maladie bactérienne a été officiellement identifiée en 1882, et bien que le terme consomption fut encore utilisé au début du XXe siècle, il est finalement devenu un classique de la littérature et des livres d'histoire. Marcus est frappé par cet anachronisme, il ne comprend pas plus qu'un spectateur novice à ce stade du film, comment Gladys fait une blague noire sur l'homme dont elle a consumé l'énergie. Mais si l'on ajoute à cela le fait qu'elle a avoué à Alex qu'elle était malade depuis très longtemps, cela pourrait indiquer que Gladys est au moins une ou deux générations plus ancienne que ce que la famille survivante croit. Elle aurait pu utiliser sa magie ailleurs depuis tout ce temps. Évanoui est un film complexe, et même si l'on y trouve une explication définitive de l'étrangeté violente qui a frappé cette ville, il s'avérera probablement un terrain fertile pour de nombreuses lectures thématiques. Cependant, certains détails clés suggèrent certaines interprétations. La structure est primordiale. Le récit fragmenté de Krieger crée un récit palpitant, nous délivrant des informations au compte-gouttes, mais il nous incite également à prêter attention à la façon dont les vies de ces personnages s'entremêlent. Justine, Archer, Paul et James agissent tous selon des pulsions égoïstes diverses, souvent destructrices, sans se soucier réellement de leurs conséquences. Le film présente de nombreux exemples de personnages faisant pression sur d'autres pour qu'ils fassent quelque chose qu'ils ne veulent pas expressément faire, comme boire un verre entre Justine et Paul, Archer voulant regarder absolument la vidéo de surveillance des Bélez, bien avant l'apparition de Gladys. On y trouve également des moments d'indifférence presque comiques, par exemple le propriétaire d'une supérette hurlant à Justine de sortir tandis que c'est Marcus, meurtrier, qui a l'air horrible, qui la poursuit. Ces moments établissent un parallèle étrange avec Gladys et sa magie. La sorcière est une version exacerbée des adultes du film, un être d'égoïsme et d'indifférence absolue. Elle est, comme un motif le souligne à plusieurs reprises, un parasite qui prive les gens de leur autonomie pour son propre profit. Mais elle se trouve être la version film d'horreur de quelque chose que l'on nous montre comme étant assez normal parmi les adultes. Seul Marcus semble motivé par le souci du bien-être d'autrui, et l'univers le punit pour cela avec la plus grande brutalité. Alex est rendu vulnérable pour la même raison, il est remarquable que Gladys ait cherché à le contrôler, non pas en menaçant sa propre sécurité, mais celle de ses parents. Cette distinction entre parents et adultes est également essentielle dans le film, et est également intégrée à sa structure. Le film est narré par une jeune fille qui nous raconte cette histoire comme une réalité, mais refoulée, lui donnant des airs de légende urbaine. Les adultes de ce monde n'ont pas supporté la rupture avec la normalité et l'ont enterrée. Les enfants la perpétuent en murmurant. Dans cette optique, le récit du film devient un avertissement transmis d'enfant à enfant sur les mots que les adultes sont capables de leur infliger, ainsi qu'entre eux. Cette question plane sur la dernière scène, tout comme celle de savoir si Matthew s'en remettra un jour. Compte tenu de ce que nous avons vu d'Archer, est-il vraiment hors de danger? L'un d'eux l'est-il? Avec son final sanglant, le film nous rappelle également ce que les enfants sont capables de faire en retour. Si le film devrait se résumer à une seule idée, ce serait que les traumatismes que nous essayons de refouler ont tendance à blesser ceux qui nous entourent, et que la douleur que nous déversons sur le monde a tendance à nous atteindre. N'importe qui peut devenir une arme, qui pour rappel est le titre du film en VO, s'il ne fait pas attention. Et on comprend pourquoi le film a été aussi bien noté aux États-Unis, car c'est un très bon film. Par contre, difficile à faire une suite, mais pourquoi pas faire un préquel, ça serait intéressant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire sur ce film, sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.